Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Florian Ganteil, brand ambassadeur pour de très jolies marques comme Benriach, GlenDronach et Glenglasso qui nous intéressent aujourd'hui. Bonjour Florian. Salut Louis-Marie. Écoute, je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Ça fait un moment effectivement qu'on se connaît. Tu représentes depuis maintenant quelques années des superbes maisons écossaises et je trouve ça passionnant effectivement de pouvoir rentrer un peu dans l'intimité de l'une de ces distilleries que tu représentes pour un peu comprendre effectivement les dessous de ce qu'on va boire au fond de notre verre. Si on entre directement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Est-ce que tu as toujours évolué dans le monde des spiritueux? Alors mon parcours il est assez direct, ouais, effectivement vers les vins et les spiritueux. J'ai commencé mes études avec des études de commerce. Pour être honnête, je savais pas trop ce que je voulais faire, comme la plupart des gens qui sortent de bac. Donc j'ai commencé avec un peu de commerce. Et après pendant ma licence, je suis tombé sur un exportateur de vin en Espagne, chez qui j'ai fait un stage. Et j'ai commencé à travailler avec lui pour faire de l'importation de vin espagnol pour le marché français. Et ça m'a amené un peu le pied à l'étrier. Et finalement, j'ai fait ça pendant 2 ans, jusqu'à faire ma dernière année d'études en Master 2 à côté de Cognac, spécialisé dans les spiritueux. Donc j'ai complètement changé du vin pour les spiritueux. Je suis complètement tombé amoureux de cet univers-là qui est vraiment si particulier. Et après, j'ai plus jamais lâché le secteur. J'étais un peu caviste en Belgique, en France. Et ça fait, comme tu disais, plusieurs années, maintenant 7 ans que je travaille chez Brown-Forman comme brand ambassadeur. Et quelle a été alors ta première découverte d'un whisky? Wow, je crois que mon tout premier whisky, on va dire vrai whisky, en dehors des grandes marques, je crois que j'ai commencé avec un whisky de Courbet. Ça devait être un Beaumont que j'avais dû déguster chez un de mes oncles quand j'étais plus jeune. Et le fait d'avoir goûté ce liquide un peu tourbé, très différent de ce qu'on a l'habitude de déguster quand on est jeune actif, disons, ça m'a complètement marqué, ça m'a déboussolé. Et je pense que ça a aussi beaucoup joué sur mon parcours, sur la poursuite de cette envie de travailler dans le monde des spiritueux. Génial. Et à quelqu'un alors qui ne saurait pas ce qu'est être un brand ambassadeur, est-ce que tu peux nous présenter un peu effectivement ton métier? Ouais, complètement. Alors, le brand ambassadeur, c'est un métier qui va être relativement différent d'une entreprise à une autre, dans les spiritueux, dans les vins. Chez Brown-Forman, on a des brand ambassadeurs qui s'occupent particulièrement de créer, si tu veux, de la désirabilité pour les marques. Donc on va essayer de faire en sorte que le public puisse s'identifier à l'image de la marque, à sa philosophie de travail également. Et en soi, je vais également toucher un peu au commerce, à la logistique, au marketing bien sûr, mais aussi parfois à la finance. Donc c'est un métier qui est très transversal en interne. Donc c'est vraiment très intéressant. Tu travailles aussi bien avec des whiskies à 10 € que des whiskies à 30 000 €. Et est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui t'a amené à représenter Glenglasso et finalement à travailler avec Brown-Forman? Mais pour être honnête, c'était un pur hasard. J'étais caviste à l'époque. C'était il y a 7 ans, donc en 2018. J'étais caviste à Paris et je savais que mon ambassadeur, pour le coup, c'était un métier que voilà, c'était un peu le dream job si tu veux. Mais j'avais aucune piste pour rentrer dans une entreprise voilà d'une certaine envergure avec de belles marques, etc.
Et vraiment, purement par hasard, quelqu'un a proposé mon CV à Brown-Forman pour les 3 marques de whisky que je représente aujourd'hui. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer à l'aventure. Et donc c'est complètement le job de rêve pour moi depuis plusieurs années que je fais évoluer maintenant un peu chaque jour. Et si maintenant on rentre un peu dans l'histoire de la distillerie, Glenglassaugh, c'est une histoire un peu mouvementée. Il y a eu plusieurs périodes de fermeture. Est-ce que tu peux nous raconter le parcours de cette distillerie qui a été fondée en 1875? Effectivement, l'histoire de la distillerie est vraiment chaotique. Alors c'est le cas de plusieurs distilleries en Écosse, mais Glenglassaugh ça a été vraiment mouvementé. Donc on fête nos 150 ans cette année d'ouverture. Pas de distillation parce qu'effectivement on a fermé pendant plus de 80 ans au cours de sa vie. C'est une distillerie écossaise qui est nichée au nord de l'Écosse, dans les Highlands. On est proche de la mer du Nord, on est à quelques centaines de mètres. Et donc c'est une entreprise qui a été créée par le colonel James Moore, qui a créé la distillerie Glenglassaugh en 1875, qui a fonctionné ensuite jusqu'en 1907. Donc il y avait un contexte géopolitique qui était assez instable à l'époque, évidemment. Donc on a eu la crise des frères Pattison, une des plus grosses crises du marché du whisky au début des années 1900. Et ensuite est arrivée la prohibition, la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a un très grand nombre de distilleries qui sont restées fermées, dont Glenglassaugh. Nous, selon les écrits qu'on a retrouvés un peu à la distillerie, on aurait aussi un peu distillé pendant la période de prohibition pour envoyer un petit peu aux US. C'est le cas aussi de plein d'autres distilleries, bien sûr, mais voilà, ça a été une période assez creuse jusqu'en 1960. Et ensuite, on a relancé la distillerie pour créer des whiskies qui sont notamment dédiés au marché du blend. Donc, on n'avait pas forcément de marque Glenglassaugh à cette époque-là. On cherchait beaucoup à toucher un large public en essayant de distiller un maximum. Faut se rappeler que chez Glenglassaugh, on a 2 alambics, donc distiller un maximum, c'est un grand mot. Et donc la distillerie faisait partie du groupe qui existe aujourd'hui sous le nom de Hedrington. On appartenait à Highland Distillers, c'était l'ancien nom de l'entreprise, donc dans le même groupe que Macallan. Mais on était la petite distillerie du groupe, et donc pas forcément prioritaire. Et on avait un distillat qui était assez compliqué à assembler avec les blends. Donc la distillerie a été délaissée et on a fermé les portes en 86. Pour une durée qui était à l'époque complètement indéterminée, voire même la distillerie allait fermer ses portes à jamais. Mais elle a réouvert en 2008. Donc c'est une super surprise pour tout le monde et notamment pour le commerce local. Et donc depuis, on distille des whiskies un peu plus jeunes, mais on a aussi des whiskies qui sont très vieux, qui datent des années 60 et 70. Le colonel James Moore, il a choisi un emplacement assez précis dans une baie pour installer sa distillerie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette baie et qu'est-ce que ça peut apporter en fait au whisky d'être installé à cet emplacement? Alors le colonel James Moore, c'est une personne qui a été volontaire dans l'armée britannique, qui est arrivé à Portsoy en 1834, donc bien avant la création de Glenglassaugh. Il a fait vraiment le tour du globe avec l'armée, mais c'est dans l'importation de guano qu'il a fait sa fortune, et il a décidé de revenir dans cet univers, dans cette localisation dans le nord de l'Écosse pour réimplanter une distillerie, pour relancer aussi le commerce local. Parce que voilà, à l'époque, une distillerie qui se crée, c'est de nombreuses familles qui peuvent aussi trouver une source financière. Donc il a relancé l'économie dans cette partie-là de l'Écosse, et il a cédé très peu de temps après la distillerie à ses neveux qui ont revendu ensuite à Hedrington. Donc c'est une longue histoire, c'est une histoire de famille, une histoire de passion aussi. Et avant tout, c'est des whiskies qui sont créés, donc comme tu le disais, sur le bord de la mer du Nord. On les appelle un peu les whiskies côtiers aujourd'hui, avec une très forte influence
marine. On a ce côté très venteux aussi à la distillerie qui est chargé de sel. Donc on va retrouver dans les whiskies de Glenglassaugh une partie de l'environnement de la distillerie avec voilà cette comme si on peut prendre l'exemple de Sanden qui est un de nos whiskies aujourd'hui, un de nos single malt. On va retrouver sur la langue une petite touche de sel qui provient de l'influence du vent qui est voilà qui souffle au bord de la côte et qui s'engouffre en permanence dans les chais. Et donc ça c'est une partie de l'environnement de la distillerie. Et le nom vient d'un mot en gaélique, alors que je pense que je prononce très très mal, mais ça, qui évoque la fertilité des terres. Est-ce que tu peux nous en dire plus finalement sur ce territoire et sur ce terroir sur lequel la distillerie est installée? Déjà pour commencer, on a vraiment un terroir qui est très atypique. On est la seule distillerie d'Écosse à avoir on va dire un triple terroir. Où on est installé vraiment sur la frontière est des Highlands et du Speyside. Donc on est pile poil sur la frontière, vraiment à 500 mètres on passe Speyside. Et également donc on est au bord de la mer du Nord, donc on va avoir l'influence un peu de ces trois terroirs très différents. Euh, donc une partie de Glenglassaugh va pouvoir avoir vraiment ce côté très fin, très salin dont je parlais tout à l'heure. Mais on va aussi retrouver l'influence des Highlands avec quelque chose d'un peu plus des whiskies un peu plus robustes, un peu plus riches également. Euh, et donc cette partie de terroir va vraiment être vraiment très très importante pour nous. On a l'habitude de dire que ce sont des whiskies qui sont forgés par les éléments. Et ça, c'est vraiment l'ADN de la distillerie. Prendre le temps, respecter la nature et faire, voilà, être en symbiose avec tout ça. Et on a une flore et une faune qui sont vraiment extrêmement importantes, très très riches autour de la distillerie. On va avoir une flore avec, tu sais, les ajoncs qu'on appelle les gorges en anglais, qui vont être vraiment partout autour de la distillerie. Et au printemps, ils libèrent du pollen, par exemple. Et le pollen vient se greffer au fût, au whisky. Et ce pollen-là va finalement transformer un peu le whisky et apporter une note de noix de coco dans le produit final. Donc on a une influence directe de la flore. Et si tu vas te balader un peu, tu prends un bateau, tu longes un peu les côtes, tu retrouves un château troglodyte, tu vas rencontrer des dauphins, des phoques, et une grande diversité d'oiseaux. Donc c'est un peu le bout du monde, Glenglassaugh, qui a t'as l'impression un peu que la distillerie et l'environnement ont été complètement voilà protégés de la présence de l'homme. C'est vraiment très nature. Voilà, je pense. On recommande à tout le monde qui a l'occasion d'y passer, voilà, de se balader un petit peu partout autour de la distillerie. Waouh, super postal, ça donne vraiment envie d'aller voir tout ça. Au sein de la distillerie, il y a une personnalité emblématique du whisky écossais qui y travaille, c'est le docteur Rachel Barry. C'est plus de 30 ans d'expérience et effectivement quelqu'un, comme je le disais, qui est très largement reconnu dans le monde du whisky. Est-ce que tu peux nous parler de son rôle au sein de la distillerie? Ouais, complètement. Rachel, c'est la pierre angulaire de nos trois distilleries. C'est la personne qui a un poste de master blender, donc c'est le poste du nez dans le monde du parfum, si on fait une petite comparaison. À l'origine, Rachel était pas du tout destinée à travailler dans le monde du whisky. Elle est docteur en chimie euh, au début de sa carrière. Puis elle a commencé à avoir vraiment un attrait assez fort pour cet univers-là. Elle a été notamment, elle a travaillé avec des personnes qui sont extrêmement importantes, qui ont été extrêmement importantes comme le docteur Jim Swan, qui a travaillé dans bon nombre de distilleries. Euh, et donc Rachel aujourd'hui est notre master blender, donc elle a un rôle de création. C'est elle qui crée toutes nos cuvées, qui va venir vraiment essayer d'identifier au maximum la personnalité de la distillerie, essayer de tirer aussi l'avantage de son histoire, de son héritage. Et par exemple aujourd'hui dans la distillerie Glenglassaugh, c'est Rachel qui a renouvelé la gamme en 2023. Donc c'est son travail aujourd'hui chez Glenglassaugh a été de relancer la marque en 2023 avec 3 nouvelles références. Et chacune des références, si tu veux, va venir
encapsuler une partie de l'environnement de la distillerie. Donc, on va avoir le sanden dont je parlais tout à l'heure, qui est légèrement salant. On va avoir donc il va représenter vraiment ce côté très frais qu'on va pouvoir se retrouver, si tu veux, quand on se balade sur le bord de la mer. On va avoir le 12 ans, notre 12 ans d'âge, qui est notre première mention d'âge depuis la création de la distillerie, qui représente plus ce côté un peu plus riche, un peu plus épicé aussi, qu'on retrouve davantage dans les Highlands. Et on a notre version tourbée, le Port Soy, qui reprend le nom du village de pêcheurs, le village voilà où est né James Moore, le fondateur de la distillerie, qui va représenter un petit peu plus, si tu veux, la puissance des vagues quand elles viennent se briser sur la côte. Donc là, cette fougue-là, on l'a représentée par un profil légèrement fumé. Donc voilà, le Rachel est vraiment extrêmement forte pour talentueuse, vraiment pour aller chercher vraiment le petit détail qu'on va pouvoir retrouver dans la bouteille. C'est génial, là, tu viens de nous parler un peu des profils aromatiques et de la construction de la gamme. Maintenant, on regarde un peu euh, les whiskies produits par la distillerie et un peu je dirais, la manière dont vous les travaillez. Déjà, quelle est la particularité du New Make qui sort des alambics de Glen Grasso? Est-ce qu'il a un profil déjà un peu particulier et reconnaissable? Alors le New Make, donc c'est le distillat qui sort de l'alambic après la distillation. Donc on est sur un distillat qui sort entre 68 et 69 degrés. Pour donner une comparaison, chez Benriach et Glengronnach, le distillat est un petit peu plus élevé en termes de degré d'alcool. Et chez Glenglassaugh, on a un petit style déjà qui est déjà très fruité. Donc on n'aura pas du tout de brûlure. C'est 68-69 degrés, c'est difficile à croire, mais on peut le déguster sans qu'il y ait de morsure d'alcool. C'est très fin, très fruité. Et on comprend tout de suite que après un vieillissement de 5-10 ans, ça va donner des whiskies d'une fraîcheur incroyable et vraiment ce côté très gourmand qu'on retrouve dans les whiskies, dans les single malt de la distillerie aujourd'hui. Donc ce sont des distillats qui sont faits vraiment en prenant le temps. On ne fait qu'un seul brassage, une seule fermentation, une seule distillation par jour. On prend le temps chez Glenglassaugh et la distillation notamment est très courte. Là où d'habitude on va dans les autres distilleries retrouver des distillations qui durent en moyenne 6 heures. Chez Glenglassaugh, c'est uniquement 4 heures. 4 heures et on ne garde pas la première partie de la distillation qu'on appelle les têtes. Donc là, on va retrouver le plus de vivacité, d'astringence la plupart du temps. Nous, on va garder uniquement les 2 dernières heures, là où on va retrouver le plus d'arômes vraiment les plus riches, donc le cœur de chauffe, voilà, avec ce côté très onctueux, très gras. Et c'est vraiment cette décision de garder uniquement cette partie-là de la distillation qui va aussi nous permettre d'avoir des whiskies beaucoup plus voilà, beaucoup plus ronds, beaucoup plus onctueux. Et je lisais que la soupe utilisée, elle contient 2 fois plus de minéraux que la moyenne des eaux écossaises. J'imagine que ça a un impact aussi sur le profil aromatique du whisky. Ouais, complètement, ça a un impact sur le profil du whisky et aussi sur l'histoire de la distillerie elle-même, si tu veux. Le fait d'avoir des minéraux énormément de minéraux dans l'eau, ça va permettre au cours de l'élaboration des single malt de fixer un maximum d'arômes fruités, notamment dans la fermentation. Ça va être une étape clé pour nous. Mais c'est ce qui a aussi desservi à la distillerie dans les années 80, parce que ça a fait en sorte que notre distillat était difficile à assembler dans les blends de l'industrie. Donc ça donne une personnalité au new make, au spiritueux, mais il faut aussi savoir le contrôler. Et aujourd'hui, on a des installations qui sont beaucoup plus modernes qu'à l'époque, où on va pouvoir aussi tirer vraiment uniquement le bénéfice de ces minéraux-là. Et on retrouve ce profil fruité sur des arômes qui vont toucher aujourd'hui davantage les fruits tropicaux. On va retrouver de la mangue, de la pêche, de la noix de coco. On pourrait quasiment retrouver des arômes qu'on pourrait retrouver dans un rhum, si tu veux. Donc on a vraiment ce profil très, tu vois, très malléable, très éclectique entre le terroir, les arômes, le savoir-faire de la distillerie. C'est une distillerie qui est vraiment unique. Et si on
on passe, je dirais, à l'étape d'après. Si on parle vieillissement, est-ce que tu peux nous parler de la manière dont les sucres sont utilisés par la distillerie? Historiquement, on avait énormément de fûts de Xérès, donc ces fûts, ces vins espagnols qu'on retrouve en Andalousie. Comme beaucoup de distilleries dans les années 60-80, on utilisait quasi exclusivement ce style de fût-là. Mais au fur et à mesure, on a commencé à innover un petit peu. Pendant la période de fermeture, on a commencé à avoir ce qu'on appelle des octaves. Donc des octaves, c'est des tout petits fûts qui font un quart de fût de Bourbon, par exemple. Ce sont des petits fûts que l'on revendait tout de suite aux particuliers comme toi et moi. On pouvait aller avec notre voiture à la distillerie, on achetait un octave, on le mettait dans le coffre, on repartait. Donc ça, c'était une première partie de vente de fûts à la distillerie. Aujourd'hui, on les utilise beaucoup moins, ces petits fûts. On va utiliser davantage de fûts donc d'Auxerre, de vin. On va également utiliser des fûts de Bourbon. Les fûts de Bourbon qui sont d'ailleurs, à mon goût, les plus à même de refléter le profil, vraiment l'ADN propre de Glenglassaugh. On a ce côté très frais, tu vois, où on perçoit bien le style du New Make. On n'a pas du tout d'écrasement de niveau aromatique. Et aujourd'hui, ce qu'on a, c'est on va avoir deux styles de chais. Par exemple, pour le vieillissement, on va avoir des chais qu'on appelle en terre battue, Done Age. Donc, c'est des chais traditionnels où les fûts sont entreposés vraiment sur une toute petite hauteur, qui sont très proches du sol, ce qui permet de garder un peu le contrôle des variations de température. Et ça, typiquement, ça va être les fûts qui vont rester en vieillissement là-bas. Dans ces quelques chais-là, ce sont des fûts qui vont rester longtemps en vieillissement. Donc on va faire des vieillissements prolongés. Aujourd'hui, on a notre plus vieux fût en vieillissement qui date de 1963, qui est encore en vieillissement. Et à côté de ça, on va utiliser aussi des chais qu'on appelle à rack, qui sont un peu plus sur le modèle américain, des chais qui montent assez haut en hauteur pour permettre aussi au fût de vieillir un petit peu plus vite, parce qu'il y a des variations de température plus grandes, donc on va avoir plus de contact entre le liquide et le bois plus rapidement. Et donc ça va nous servir notamment aux références les plus jeunes comme le Sanden, le Portseuil, qui sont des éditions non-age, qui vont pouvoir aussi voilà se vendre un petit peu plus rapidement que du 1963. Tu nous as effectivement maintenant parlé de la manière dont Glenn Glashütte effectivement imaginait ces whisky. Au final, l'ensemble de ces éléments, que ce soit les terroirs, le travail des hommes au sein de la distillerie, l'eau, mais aussi vos méthodes de vieillissement, ça permet de créer un single malt qui se définit comme avec un profil côtier, tu nous le disais un peu. Euh, Concrètement, ce profil côtier, comment est-ce qu'il se retrouve dans le verre? Et si j'ai un verre effectivement de Glenglassaugh que je déguste, quels sont un peu les marqueurs où je vais pouvoir me dire effectivement, bah, je comprends ce qu'est un single malt côtier. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer les yeux, on va s'imaginer sur la plage en bas de la distillerie. C'est le petit tour que l'on propose en général aux guests, aux journalistes, aux clients qu'on emmène sur place. On les emmène, on leur fait faire un tour le long de la plage. Déjà, t'as cette fraîcheur vivifiante du bord de la mer. Tu sens voilà ce côté salin qui vient tu sens même le sel qui se dépose un peu sur le visage quand tu te balades. Et ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on sert également un verre de Sanden, le Glenglassaugh Sanden, qui est une version qui est majoritairement vieillie en fût de Bourbon et légèrement saline. Et en fait, le jeu qu'on essaye de mettre en place, c'est voilà de faire fermer les yeux à nos invités, de sentir le verre de whisky et de sentir l'air du bord de la mer. Et vraiment, ce qu'on va retrouver à chaque fois, c'est vraiment cette fraîcheur vivifiante. Et la seule différence qu'on va retrouver entre l'air et le verre, c'est vraiment juste cette note légèrement alcoolisée qu'on va retrouver dans le verre. Sinon, on a vraiment l'impression d'avoir la plage. Et c'est moi, chaque fois que je redéguste cette cuvée-là, j'ai vraiment l'impression d'être au bord de la distillerie. C'est assez bluffant. Donc tu vas retrouver ce style salin dont je parlais. Tu le sens déjà légèrement au nez, une touche légèrement iodée. Mais en bouche, c'est flagrant. Tu retrouves tous ces arômes de fruits tropicaux.
Et à la fin, tu as l'impression d'avoir cette petite graine de sel. Tu sais, comme quand tu sales un peu trop ta salade, tu vas retrouver vraiment cette petite graine de sel sur le bout de la langue. Et le sel, c'est exhausteur d'arômes, donc ça va venir encore décupler une nouvelle fois les arômes fruités de Glen Glasso. Tu nous as parlé de la gamme et de son articulation. Donc, vous l'avez relancé en 2023. Il y a aussi un élément que je trouve intéressant en parallèle du whisky en lui-même, ce sont les bouteilles. Vous avez aussi imaginé un nouveau packaging. Est-ce que tu peux un peu nous décrire et puis nous expliquer ce que vous avez voulu exprimer avec ce packaging? Alors, le packaging tel qu'il est aujourd'hui, il a été conçu de façon à représenter un maximum vraiment la localisation de la distillerie. Donc, on a essayé de retrouver des éléments comme la mer, donc avec les stries qui sont autour de la bouteille, ce qui représente les vagues. On a le bord de plage également, avec une étiquette qui est légèrement texturée, légèrement sablonneuse. Donc ça, on a essayé de représenter ça de cette façon-là. Le bleu du bouchon également qui va rappeler les eaux turquoises et chaleureuses du nord de l'Écosse. Et ce sont vraiment des bouteilles qui ont été faites 100% sur mesure. Donc pour Glen Glasso, on a essayé aussi un maximum d'alléger la quantité de verre dans la bouteille. Et en France, pas dans tous les pays, mais en France, on a également décidé de ne pas ajouter de packaging secondaire, donc d'étui qui va avec la bouteille. Parce que depuis le début de ce podcast, on parle du positionnement de la distillerie, de son environnement très naturel. On a essayé d'aller jusqu'au bout de cette philosophie-là en mettant davantage en lumière et en avant la qualité du whisky, la bouteille et la couleur aussi du liquide. On voit vraiment davantage sur le pack. Il y a un élément que je trouve assez intéressant, c'est le fait que Glen Glasso reste quand même relativement confidentiel comparé à d'autres distilleries, notamment d'autres distilleries que vous possédez. Est-ce que c'est un choix et pourquoi? Alors effectivement, Glen Glasso, c'est la plus petite de nos 3 distilleries. Pour te donner un ordre d'idée, on produit à peu près 4 à 5 fois moins que chez Benriach et que chez Glenronach aussi. Ça a toujours été une marque confidentielle, Glen Glasso, à part dans les années 80 où la France était déjà le plus gros marché de la distillerie. Mais bon, l'affaire de la distillerie a fermé, donc ça a changé un petit peu la donne depuis. Mais c'est une distillerie qui est, comme tu dis, confidentielle et qui gagne à l'être et à le rester. C'est une marque qui est dédiée uniquement au réseau des cavistes, principalement des cavistes indépendants. Et donc on essaye de tirer vraiment avantage de cette petite notoriété pour faire en sorte que voilà, ça reste une sélection vraiment idéale de niche, un petit peu un petit peu confidentielle pour le caviste, que toi comme moi, quand on va chez un caviste, qu'on retrouve une bouteille de Glen Glasso, on se dit waouh, il y en a pas partout. C'est un caviste qui sait sélectionner ses produits. C'est vraiment tout ça qu'on a en tête et qu'on garde. Donc ça n'a pas vocation du tout à devenir une énorme marque. C'est notamment une marque qui est prioritaire sur notre site de commande pour les cavistes indépendants qui vient de sortir. Donc c'est une image confidentielle mais qualitative. Parfait. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des projets de développement que vous pourriez avoir, déjà sur la distillerie en tant que telle? Et puis ensuite, est-ce qu'il y a des nouvelles expressions ou, qui pourraient voir le jour ou des éditions limitées? Alors, pour te dire un petit peu, les personnes qui travaillent chez Benriach et chez Glen Glasso sont les mêmes. Donc on ferme souvent un site pour faire fonctionner l'autre. Là aujourd'hui, c'est plus Glen Glasso qui va fonctionner là pendant les 2-3 prochaines années. Donc on a mis un peu l'accent sur la production parce qu'on a aussi investi pas mal d'argent d'investissement commerciaux pardon, marketing et aussi structurel. Donc on a fait monter des chais supplémentaires pour les vieillissements. Donc là, on va essayer de mettre l'accent sur Glen Glasso, notamment sur les éditions sans âge, qui sont les éditions qui marchent vraiment très fort sur cette partie caviste indépendant notamment.
Et pour le futur de la distillerie, de la gamme notamment, on va aller chercher une nouvelle expression dès l'année prochaine. Donc un petit teasing avec avec ce podcast sur une édition qui sera plus âgée, qui va venir compléter la gamme, qui aura vocation après à terme voilà de s'agrandir avec 3-4 expressions plus âgées pour qu'on puisse avoir cette largeur de gamme et cet effet un peu waouh quand on rentre chez le caviste. Ouais, puis ça nous permettra, j'imagine, de comprendre aussi comment le distilla vieillit effectivement au-delà des 12 ans qu'on a Ouais, c'est aujourd'hui. ça, parce qu'en fait aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a que 3 expressions, 2 non-age, un 12 ans, et on passe directement à du 50 ans pour le marché français. Mais en fait, si tu veux faire une verticale et comprendre la philosophie de la distillerie, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Donc demain, quand on aura 4-5 références, on va pouvoir aussi faire des dégustations entièrement focalisées sur Glenglassaugh, et on va avoir vraiment on va pouvoir retrouver ce fil conducteur, et donc ce profil côtier dont on parlait tout à l'heure, on pourra le percevoir davantage. Ouais. Écoute, on arrive à la fin de cet entretien, j'ai encore quelques questions. La première, c'est toi, particulièrement, qu'est-ce qui te plaît chez Glenglassaugh? Ce qui me plaît chez Glenglassaugh, c'est vraiment le fait que ce soit une petite distillerie assez peu connue. J'adore vraiment soutenir, c'est vraiment ce qui me fait lever le matin, c'est soutenir les plus petites marques, les faire grandir, les installer, essayer voilà, de les faire apprécier sur le marché tous les jours. Glenglassaugh, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est vraiment son environnement, la localisation de la distillerie que je trouve magique. La première fois que j'y suis allé, il pleuvait à torrent, mais je suis quand même tombé amoureux de cet endroit. Et depuis, à chaque fois que j'y reviens, c'est vraiment à chaque fois voilà, le même sentiment, le même ressenti. Donc l'environnement et vraiment ce profil tropical voilà, dont je parlais plusieurs fois aujourd'hui, mais il y a un style qui est vraiment unique à Glenglassaugh et qu'on retrouve vraiment pas ailleurs. Et est-ce qu'il y a un moment ou une rencontre qui t'a marqué depuis que tu représentes cette marque et puis dont tu te souviendras? Je pense que le moment qui est le plus marquant pour moi avec Glenglassaugh, ça a été la période du Covid. C'est une période qui a été un peu particulière pour tout le monde. Et l'année 2020, ça a été une année où j'ai pu sélectionner un whisky très âgé de Glenglassaugh, un 49 ans à l'époque. Donc on s'était dit bon, on va le prendre le 49 ans, ça va être chouette, ça va nous faire une cuvée exclusive pour le marché français, ça va être génial. Et puis finalement, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit, bon, si on attend un an de plus, ça fait un 50 ans, c'est quand même pas mal. Donc on a attendu un an de plus, on l'a mis en Dame Jeanne et on a attendu encore un an davantage pour avoir le nouveau packaging. Donc en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec un 50 ans d'âge de 1972, exclusivement pour le marché français, dans un coffret incroyable. Et je crois que pour l'instant, ça restera une de mes plus belles réussites professionnelles. C'est un super souvenir, même déjà au moment de la dégustation et de la sélection. C'était un moment de folie. Et aujourd'hui, j'essaie d'en parler le plus possible parce que c'est une cuvée qui est extraordinaire. Ouais, c'est un vrai morceau d'histoire de la distillerie. Ouais, complètement, ouais. C'est un liquide qui a été distillé en 1972, 2 ans avant qu'on change vraiment l'intégralité des équipements de Glenglassaugh, donc les alambics, les cuves de fermentation, etc. Donc c'est vraiment une relique. C'est quelque chose qui pourra plus jamais être produit. Donc on a vraiment la chance d'avoir ça en bouteille aujourd'hui pour la France. Donc c'est un beau moment à chaque fois qu'on peut le partager. Ouais. Et le mot de la fin, si tu devais partir sur une île déserte avec une unique bouteille de Glenglassaugh, laquelle serait ce pourquoi? Et alors, pour entrer de jeu, on va enlever le 50 ans, sinon ça serait trop facile. Ouais, effectivement, non, ça serait pas forcément 50 ans. Je pense que ce serait plus, comme je disais tout à l'heure, une cuvée qui a été vieillie en fût de Bourbon. Alors soit un single cask, on a mis en bouteille des single casks assez jeunes de entre 8 et 10 ans les dernières années. Soit le Sanden, mais si je devrais choisir, vraiment, ce serait plus un single cask. Je trouve il y a un degré d'alcool proche des 60. On a ce côté très puissant, mais très net en même temps.
Voilà, avec ce petit côté salin, c'est des bouteilles qui sont incroyables. J'en ai toujours quelques-unes à la maison et c'est des bouteilles, tu t'en lasses jamais. Tu t'en lasses jamais. Tu découvres toujours ça avec autant de passion, autant de plaisir. C'est vraiment super. Génial. Bah écoute, un grand merci Florian pour cette superbe découverte d'une petite distillerie qui est encore confidentielle et qui mérite d'être découverte. Je pense que moi je vais filer sur mon Travis pour dénicher et après il va falloir que je me trouve un petit espace côtier avec une petite brise marine pour commencer à déguster. Ouais, tu peux aller en Normandie, la côte vendéenne, en Bretagne, ça marche très bien aussi. C'est vraiment des super découvertes, donc je souhaite d'en trouver prochainement. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, c'était un plaisir de partager avec toi. Mais merci Florian. Et puis pour les auditeurs d'Eau-de-Vie, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Eau-de-Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau-de-Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.